Pendant des décennies, nous avons rêvé d'y envoyer les hommes dans l'espoir de découvrir ses plus mystérieux secrets. Plus de 40 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, des preuves révèlent que nous ne savons toujours pas réellement ce que la NASA a pu trouver là-bas, ni qui les astronautes ont pu rencontrer. Il se passe des choses très étranges sur la Lune et ça n'a rien à voir avec les humains. Des photos truquées, des astronautes voyant des ovnis et des témoignages attestant d'un complot qui remet en cause 50 ans d'histoire. Qu'ont vraiment découvert les astronautes sur la Lune? Et qu'ont-ils ramené avec eux? Dans cet épisode, nous allons vous montrer des images de missions spatiales que personne n'a jamais vues. Nous vous dévoilons cette vérité cachée par la NASA. Y a-t-il des extraterrestres sur la Lune? Bonjour à tous. La Bible nous annoncerait clairement la venue d'un antéchrist qui gouvernera le monde entier. Par quel prodige, me direz-vous, tout simplement par celui d'une volonté divine qui souhaite, à travers ce mystérieux monarque, corriger une humanité pécheresse. L'antéchrist sera le châtiment divin qui annoncera la fin de notre monde, faut pas l'oublier. Sachant qu'il sera probablement l'œuvre de Dieu, ne pourrait-on pas imaginer un seul instant que le diable aurait bien pu contrefaire certains textes bibliques qui en faisaient référence. On modifierait ainsi le contenu de certains versets bibliques, de manière à nous en donner par la suite une interprétation qui logiquement nous présentera cet antéchrist comme un être maléfique, servant les desseins du diable sur terre. Nous savons que des puissances démoniaques agissent en secret pour pervertir tous les jours, on ne peut plus, une partie de l'humanité qui désormais se complaît avec cette iniquité qui se répand sur une échelle planétaire. Par ce fait, on peut dire que le diable est devenu le prince de ce monde. Étant l'esprit malin, il sait très bien que Dieu a d'ores et déjà condamné notre monde à la destruction finale. L'antéchrist, en étant le signe annonciateur, il faudra bien le discréditer pour l'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. Le diable aurait réussi sa mission car ce que les gens comprennent en général de l'antéchrist, c'est qu'il représentera une figure diabolique et un danger potentiel pour l'humanité. L'antéchrist est aussi vu par la plupart des gens comme étant l'œuvre du diable. Le Christ, ne pouvant redescendre au milieu d'un monde immoral, violent, guerrier, corrompu et dépravé, il faudra bien lui préparer la voie en nettoyant notre monde du mal qui le ronge. L'antéchrist viendra comme un châtiment divin qui s'attaquera à ce mal qui détruit progressivement l'humanité. C'est pour cette même raison que sa venue devrait logiquement précéder celle du Christ. Dans le chapitre 6 de l'Apocalypse de Saint Jean, on le présente comme un cavalier montant un cheval blanc et partant à la conquête du monde. Bien entendu, je parle de l'antéchrist dans le chapitre 6, on parle bien de cet antéchrist lorsqu'on évoque le premier cavalier de l'Apocalypse. C'est le chapitre 6, verset 2. Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Là, c'est bien la vision de l'antéchrist qui va recevoir l'autorité de la part de la divinité et va vaincre tous ceux qui vont s'opposer à lui. L'antéchrist viendra accompagné aussi de nos visiteurs extraterrestres, d'où la vidéo que je suis en train de faire. Je pense que certains ont bien compris. Cette longue liste de films et de séries télévisées américaines où la thématique abordée repose essentiellement sur l'activité extraterrestre, constituerait en fait un conditionnement significatif des peuples de ce monde pour les préparer à cette venue de l'antéchrist. Contrairement à certains des gouvernements du monde qui, eux, se contentent de regarder le monde extraterrestre à travers leur télescope, l'antéchrist, lui, nous mettra carrément et directement en contact avec les corps expéditionnaires de ces mondes extraterrestres. Puisque, comme vous le savez, ces mondes extraterrestres que notre télescope regarde tous les jours ont envoyé des corps expéditionnaires. Et ces corps expéditionnaires ont déjà abordé notre système solaire depuis une centaine d'années. Et ont installé certaines de leurs bases sur notre astre lunaire. Lorsqu'on parle des extraterrestres, on ne peut pas ignorer les mystères qui entourent le voyage des astronautes américains vers le sol lunaire. Bon, là, je ne vais pas évoquer cette théorie complotiste qui nous dit que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Ce n'était qu'un montage réalisé dans des studios. Là, je ne suis pas d'accord avec cette théorie complotiste, car bien avant l'alunissage du 21 juillet 1969,
il s'était passé bien des événements aux États-Unis, hein. Par exemple, vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, s'étant dotés de l'arme nucléaire, vont avoir la visite, du moins vont voir les ovnis apparaître sur certaines de leurs bases où étaient conçues ces armes atomiques, hein. C'est pour cette même raison que vous avez un ovni qui s'était écrasé tout proche de Roswell, hein, puisqu'à côté vous aviez comment dire, une base de bombardiers atomiques, hein, qui contenaient à leur bord des armes atomiques, hein. Bon, comme je viens de le dire, hein, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie, hein, qui consiste à nous faire croire que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, hein. Mais bon, ce film aurait été réalisé dans des studios hollywoodiens presque. Mais comme je l'ai dit, avant l'alunissage du 21 juillet 1969, il s'était passé bien des événements aux États-Unis. Bah, l'un d'entre eux concernait en fait un crash d'OVNI à Roswell au mois de juillet 1947, hein. Dans la matinée du 4 juillet, le fermier Brazel, qui la veille avait entendu une énorme déflagration, se promenait avec sa camionnette à travers ses champs quand il va apercevoir sur l'un de ses champs des débris, hein, qui s'étalaient sur plusieurs centaines de mètres. Bah, intrigué, il va décider de prendre quelques pièces et s'orientera vers le bureau du shérif local, hein, qui lui informera sa hiérarchie, puis les journalistes, hein. Bah, la nouvelle va se répandre et les journaux vont titrer que l'armée américaine aurait retrouvé une soucoupe volante. Le problème, c'est que entre-temps, parce que là, le fermier Brazel n'avait trouvé que des pièces détachées d'un appareil qui aurait probablement explosé en plein vol. Mais entre-temps, l'armée américaine aurait finalement récupéré une autre soucoupe volante, mais celle-ci était en bien meilleur état. Elle n'avait pas explosé comme la précédente, mais était restée en un morceau. Et à l'intérieur de cette ovni, on y aurait retrouvé le corps de plusieurs petits êtres qui n'avaient rien d'humain, hein. D'une hauteur de 90 cm. Ils avaient tous des têtes disproportionnées, hein, énormes, avec une peau grisâtre, hein. C'est la présentation du petit gris que vous connaissez à travers le cinéma maintenant. À cet instant, l'armée américaine décidera d'instaurer un blackout total. Le fermier Brazel, par qui l'affaire avait commencé, hein, sera contraint de refaire une nouvelle interview dans laquelle il va expliquer qu'il avait en fait trouvé un ballon sonde. Ben là, les autorités américaines vont organiser une nouvelle séance de photos où là, on va le voir le fermier Brazel tenir ce qui restait d'un ballon sonde, hein. Bien entendu, le fermier Brazel avait bien découvert les restes d'un ovni, hein, qu'on a maquillé par la suite en ballon sonde. Les autorités américaines craignaient surtout d'être tombées sur un appareil secret russe, hein. Mais en voyant le corps des êtres qui étaient présents dans l'appareil, ils ont vite compris qu'ils avaient en fait affaire à une race d'humanoïdes extraterrestres. Pendant que les médias officiels expliquaient qu'on n'avait pas trouvé un ovni mais un ballon sonde, ben, le gouvernement américain et son état-major, qui lui connaissait très bien la réalité de l'OVNI, vont finalement créer un organisme secret qui sera chargé d'encadrer et de camoufler du public tout ce qui aurait un lien avec l'activité extraterrestre dans le pays. Le Majestic 12 venait de naître. Bien entendu, à chaque fois qu'un ovni allait se cracher, ben, le Majestic 12 allait intervenir. Comment il intervient? Les policiers qui ont découvert l'appareil vont contacter la hiérarchie. Cette hiérarchie va contacter le Majestic 12 qui lui va envoyer une équipe spécialisée, hein. Les forces Delta, on les appelle, hein. C'est des gens qui ont des tenues de combat noires. Ces gens vont venir quadriller le secteur et demander aux policiers de s'éloigner avec tous les curieux. Et à partir de cet instant, on va prendre l'OVNI, on va le déplacer, et on va l'emmener dans la base de White Patterson. Ensuite, il va descendre dans un hangar où il sera, j'allais dire, disloqué, étudié surtout. Bah, maintenant, le gouvernement américain savait qu'une race d'humanoïdes extraterrestres survolait notre planète, hein. Et ça sous-entendait déjà qu'il avait probablement une base non loin de notre planète Terre. Les astronomes avaient déjà remarqué depuis plusieurs années d'étranges lueurs qui semblaient surgir de certains cratères lunaires. Et pour en avoir le cœur net, le gouvernement américain finira par lancer le fameux programme Apollo. Bien entendu, c'était la mise en orbite du premier satellite soviétique, Sputnik, qui va accélérer le mouvement. Les Américains, à partir de cet instant, vont tout faire pour essayer d'aller dans l'espace.
C'est parce qu'il y avait une guerre c'était la guerre froide entre les soviétiques et les Américains étaient un peu frustrés de savoir que les Russes avaient déjà lancé un premier satellite. Les Américains, finalement, auront la confirmation de ces bases extraterrestres le 21 juillet 1969. Les astronautes qui avaient vu certains appareils posés sur le sol lunaire avaient quand même reçu comme consigne de ne rien divulguer. Le docteur Stephen Greer, qui était responsable du Centre pour l'étude de l'intelligence extraterrestre, expliquait que des amis proches et des membres de la famille très proche de Neil Armstrong, l'un des astronautes, et de Buzz Aldrin, lui auraient dit séparément qu'il y avait de nombreux ovnis autour du cratère où le module lunaire aurait atterri, et qu'ils auraient été vus à la fois par Armstrong et Aldrin. Stephen Greer aurait également parlé aux officiers militaires qui ont vu les images de cet événement, mais elles n'ont jamais été rendues publiques. Un membre proche de la famille de Buzz Aldrin lui aurait dit que ce n'est pas mon rôle de pousser Buzz Aldrin à parler de ça. Un jour, s'il peut en parler, il le fera. Alors que Neil et Buzz étaient sur la surface lunaire, Neil a contacté le canal médical et avait parlé directement avec le médecin-chef en disant qu'ils sont là, ils sont stationnés sur le côté du cratère et ils nous regardent. Des radios amateurs auraient entre autres intercepté d'étranges messages transmis par Apollo 11, ceux qui auraient été cachés du public bien entendu. Là je vous donne ce qui aurait été capturé par les radio-astronomes. Les astronomes, les radio-amateurs. Contrôle de la mission, qu'est-ce qu'il y a? Contrôle de mission, Apollon 11. Apollon 11. Ah, ces bébés sont énormes, monsieur. Énormes, oh mon Dieu. Vous ne le croiriez pas. Je vous dis qu'il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas. Ils sont alignés de l'autre côté du cratère. Et ils nous observent. Donc là, c'est dit clairement. Par la suite, les astronautes avaient reçu comme consigne de ne pas employer le terme ovni, mais d'autres termes comme le Père Noël existent pour désigner des ovnis qui passeraient autour d'eux. Pourquoi ce blackout total sur les ovnis? Probablement que ce mystérieux grand monarque qui est attendu pour la fin de notre monde doit envoyer des messages à travers le temps au gouvernement américain pour lui suggérer de ne pas divulguer trop d'informations, puisque lui-même, lorsqu'il arrivera, expliquera au monde la réalité de ces phénomènes extraterrestres. Il va expliquer au monde qu'on n'a pas voulu vous en parler pour ne pas vous effrayer et pour ne pas que vous soyez troublés. Parce que certains vont s'empresser de croire que ces extraterrestres sont en fait les divinités que Moïse aurait reçues, avec qui il aurait parlé, les divinités avec qui le prophète de l'islam aurait parlé, mais non. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces extraterrestres sont faits de corps de chair comme vous. C'est des humanités qui auraient été créées par Dieu, mais dans d'autres mondes. Et en aucune manière ce sont des dieux. Lorsqu'ils sont apparus à différentes époques de la planète, ils sont venus, j'allais dire civiliser, apporter quelques connaissances, surtout en Mésopotamie, pour que l'humanité progresse assez rapidement. Mais en aucune manière ils devaient intervenir dans la destinée de la planète. Tout comme aujourd'hui, les extraterrestres ne peuvent pas trop intervenir puisqu'ils ont dû s'aligner sur le calendrier du grand monarque. C'est le calendrier de l'Apocalypse, comme vous le savez. Bon, là, je vais vous diffuser le reste de la vidéo que vous venez d'entendre. Je vous mettrai quand même le lien tout en bas de la vidéo. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Lancé en 1968, le programme Apollo de la NASA envoie 9 missions habitées vers la Lune. Les astronautes à bord sont les seuls humains à avoir mis les pieds sur un sol extraterrestre. Aujourd'hui, je vois la Lune de deux façons différentes. Je peux regarder celle perchée dans le ciel, comme n'importe qui n'ayant jamais posé le pied dessus. Mais il m'arrive de penser à cette autre Lune, faite de mes souvenirs quand j'étais là-haut. Les théoriciens de la vie extraterrestre croient depuis longtemps que la NASA connaît l'existence des ovnis, et même qu'elle serait entrée en contact avec eux. Mais l'histoire de la conquête de l'espace ne commence pas par un décollage, mais par un crash.
8 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. Des témoignages attestant d'un accident de soucoupe volante sèment le trouble aux États-Unis. L'US Air Force réagit immédiatement et ce qu'elle va découvrir va changer la face du monde. Un ovni s'est écrasé à Roswell en 1947. On a trouvé sur le site des appareils technologiques, des cadavres d'extraterrestres et même une entité extraterrestre vivante. Que va-t-on faire de tout ça? Durant la guerre froide, l'URSS et les États-Unis s'affrontaient sur plusieurs terrains. Il ne s'agissait pas seulement de combats armés, mais aussi d'une bataille sur le plan technologique. Tout matériel technologique extraterrestre était un atout d'une extrême importance pour l'armée américaine. Les 10 années suivantes, la recherche fait un pas de géant et on voit apparaître la bombe à hydrogène, l'énergie solaire, les puces électroniques, le laser et le plus grand triomphe des États-Unis, un module de propulsion spatiale. Now it is time to take longer strides. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Quand Kennedy a annoncé que les États-Unis avaient pour but d'envoyer un homme sur la Lune, tout le monde a pensé que c'était pour battre les Russes. Mais les enjeux étaient bien plus grands que ça. Les découvertes scientifiques qui pouvaient découler de ce voyage sur la Lune dépassaient de loin tous les enjeux politiques. En 1964, le Ranger 7 est la première sonde spatiale à être envoyée par la NASA et à avoir rapporté des images de la surface de la Lune. Ranger 7 envoie 4308 photos d'un monde extraterrestre que nous n'avions jamais vu de si près, la Lune. Ce que l'on sait moins, c'est que certaines de ces photographies n'ont pas été rendues publiques. La sonde a réussi à transmettre des images et plusieurs d'entre elles montraient des structures artificielles. Les Américains savaient donc que des bases extraterrestres étaient installées sur la Lune. Tandis que les humains sont sur le point de poser un pied sur la Lune, des événements étranges et inhabituels se produisent. Juin 1965. Des conversations entre la NASA et l'astronaute James McDivitt, alors à bord du programme Gemini, font état de la présence d'un ovni dans l'espace. Si on en croit la retranscription, l'astronaute McDivitt dit « J'ai vu autre chose là-haut. Mais alors que j'essayais de m'en approcher pour le prendre en photo, j'ai été ébloui par le soleil et je l'ai perdu de vue. On aurait dit qu'il avait de grands bras, mais je ne l'ai pas vu longtemps. » Après que plusieurs astronautes du programme Gemini aient vu des choses étranges dans l'espace, on a créé des noms de code comme Feu, Épouvantail ou Père Noël pour signaler un objet volant près du vaisseau spatial. Le 24 décembre 1968, la navette Apollo 8 entre en orbite pour la première fois autour de la Lune. Beaucoup de gens croient que cet épisode fait référence à l'approche du jour de Noël. Mais certains ont affirmé que le mot Père Noël était un des noms de code utilisés par les astronautes pour prévenir Cap Canaveral de la présence d'un ovni. Si les théoriciens de la vie extraterrestre disent vrai, la prédominance américaine durant la guerre froide ne dépendait que d'une seule chose: faire marcher un homme sur la Lune pour établir un contact avec les extraterrestres avant les soviétiques. S'il y avait des traces de technologie extraterrestre sur la Lune, il fallait absolument y aller en premier, et le plus vite possible.